Oui, alors bonjour à tous. Je suis professeur dans un lycée, lycée professionnel technologique et d'enseignement général. Donc on relie en fait toutes les formations après le collège. On a dans cet établissement l'habitude de travailler en équipe autour de la difficulté par rapport à des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et on a remarqué, comme dans bien des établissements, dans bien des classes, que ce n'était pas seulement l'élève qui était en souffrance, c'était aussi les enseignants. Lorsqu'on retrouve dans des classes des élèves qui sont regroupés malheureusement par le fait du hasard, on a dénombré, par exemple, dans une classe, 7 élèves à besoins éducatifs particuliers sur 30 élèves. Et on est dans un établissement classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement spécifique. Alors, je travaille à Saint-Ouen-l'Aumône dans un lycée qui a 1000 élèves. Et sur ces 1000 élèves, on a 100 filles. Donc, c'est un lycée un petit peu atypique. Et comme on retrouve plus de difficultés, comme on voit plus de difficultés chez les garçons que chez les filles, on voit pas mal de choses qui sont en train d'émerger dans les classes. Alors l'équipe au complet, elle se constitue à la fois de l'équipe éducative. Donc le professeur ressource que je suis, c'est un professeur ressource ASH, donc aide à la scolarité pour pallier le handicap. Je travaille étroitement avec l'équipe pédagogique, c'est-à-dire la CPE, l'infirmière, la COPSI et l'assistante sociale, évidemment avec le chef d'établissement. Donc l'élève se trouve au milieu. Et la relation qu'il a est en priorité dans la classe avec le professeur qui va nous alerter. On travaille avec les professeurs, évidemment, et la famille, voire avec les thérapeutes extérieurs. Alors, premier constat, une alerte. Une alerte qui se fait sous la forme de rapports des enseignants qui vont remonter l'information vers le CPE. Alors, le CPE, c'est le conseiller pédagogique d'éducation, qui va recevoir une missive des enseignants qui sont alertés par un comportement qui n'est pas dans la norme. Par exemple, j'ai cité quelques extraits de rapports. Marie a refusé de s'asseoir et a commencé à crier. C'est une situation qui n'est pas anodine et qui est dérangeante. Alors là, il s'agit d'une élève qui est reconnue comme étant précoce. Attitude et propos déplacés envers son professeur, à nouveau un élève précoce. Louis affiche, il va être face à une tâche difficile à réaliser en retrait. Il va déclarer à son professeur qu'il ne comprend rien et qu'il va attendre tout simplement la correction pour y voir plus clair. Donc refus de travailler lorsqu'il est en situation difficile. Le même élève, alors il a eu plusieurs rapports cet élève et on a pu cibler un petit peu la difficulté. Il se met à charger des jeux sur sa calculette durant le cours. Lorsque le professeur confisque le matériel, il devient agressif. Il va ranger ses affaires et sortir de la classe sans l'autorisation du professeur. On voit une situation qui peut paraître complètement farfelue, mal vécue par l'enseignant, mais qui a permis de mettre une alerte. Donc en fait, c'est un signal d'alarme. Autre situation avec le même élève, on retrouve sur son bulletin des indications comme quoi il est régulièrement agité en cours. Et la seule chose qui l'intéresse, même s'il a des facilités, c'est faire le clown dans la classe. Donc on retrouve ça sur son bulletin. Alors ce message peut être perçu par la famille fortement, c'est une trace indélébile sur un bulletin. Donc en fait, le rôle de l'enseignant ressource est aussi d'éviter ce genre de message qui va rester sur le bulletin. Parce que cette trace va suivre l'enfant pendant un certain nombre d'années. Un rapport va rester dans son dossier, il a le droit à l'oubli, donc ce dossier va s'effacer au bout d'un an. Par contre, le bulletin va le suivre. Lorsque je me déplace dans la classe, c'est un enseignant d'électrotechnique qui dit qu'il entend des propos grossiers de la part de Léo, qui est un enfant hyperactif. Alors qu'il s'occupait d'un groupe d'élèves, cet élève a saboté le travail de son voisin en sectionnant des câbles électriques. Alors là, on est en situation dangereuse. C'est pendant un atelier d'électrotechnique, donc avec une forte puissance, un fort courant. Et sectionner des câbles électriques peut mettre en danger le reste de la classe. Donc on se retrouve avec des situations qui sont alarmantes. Il est évident que là, les enseignants sont vraiment en souffrance. Mais si l'élève a fait ça, c'est qu'il appelait au secours. Il y avait un trop-plein, certainement, par rapport à tout son vécu dans la journée.
il est arrivé à un somnum et il a certainement, par ce geste, signifié qu'il n'en pouvait plus. Le même élève, peu de temps après, même s'il a eu un rapport et qu'il a été vu par la CPE, peu de temps après, il se met à faire des pompes pendant la classe, dans un cours d'économie, donc dans une classe où il y a tous les élèves qui sont assis en train d'écouter le cours. Subitement, cet élève se lève et se met dans l'allée pour faire des pompes. Alors, on est dans un lycée où il y a beaucoup de garçons, ils sont toujours en train de se stimuler, en train de se lancer des défis, et là, l'élève a oublié qu'il était en classe. Donc, il s'est mis à avoir des gestes qui n'étaient pas ceux attendus pendant la classe. Alors, comment on travaille ? Le professeur ressources va déjà travailler à partir des rapports que le CPE va lui fournir. Ces rapports sont étudiés à la fois par deux personnes dans un premier temps, c'est-à-dire le CPE concerné par l'élève et le professeur ressources. On essaye d'analyser le contenu et de voir ce qui va émerger. Ensuite, l'élève est reçu. Alors, soit avec l'infirmière ou la conseillère d'orientation psychologue en même temps, soit avec la CPE. En tout cas, il y a un entretien avec l'élève de manière à ce qu'il analyse avec nous les besoins qui lui sont propres. Alors, on analyse toutes les traces, c'est-à-dire qu'on va récupérer les bulletins, on va récupérer tous les rapports qui ont été faits pour cet élève et on va parler avec lui, essayer de voir ce qu'il en pense, comment il a vécu la situation, s'il s'en souvient, si lui-même a pris conscience que ce n'était pas adapté. Bien souvent, il ne s'en rend même pas compte. Il se dit, mais ce jour-là, j'étais fatigué, ou alors ce jour-là, les autres m'ont embêté. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne me rends pas compte. Enfin, il ne dit jamais je ne m'en rends pas compte, mais en fait, on lui fait dire à un moment donné. Donc, en fait, on analyse ce qui s'est passé et on essaye de voir de quel type d'élève on a affaire. Alors, en général, si c'est un EIP, on va avoir en face de nous un élève qui va avoir un langage élaboré et qui va parler à un moment donné d'ennui. Il s'ennuie en classe, donc il essaye de s'occuper comme il peut. Il va avoir quelquefois des aptitudes dans certains domaines, mais pas forcément dans ceux qui lui sont enseignés, et ça on le voit sur les bulletins. Donc on a des résultats qui sont parfois médiocres. Alors qu'en discutant avec lui, il comprend pertinemment ce qui lui est enseigné, mais il trouve ça trop facile. Donc il est toujours en décalage. Il peut avoir parmi ses pairs des relations sociales difficiles, un petit peu en retrait, souvent à l'écart dans la classe. Il ne va pas avoir de relation particulière avec les autres élèves de la classe. Il ne les voit pas en dehors, il ne les voit pas dans la cour. Et lorsqu'il est en situation de travaux en groupe, eh bien, en fait, bien souvent, c'est l'enseignant qui va le mettre en groupe, parce que lui, il ne va jamais se déterminer, il ne va jamais aller dans un groupe de lui-même. Il a besoin, on va dire systématiquement, il a besoin de comprendre pourquoi il doit étudier. Pourquoi on lui impose certaines disciplines, pourquoi on lui impose certains chapitres, et que vient faire, par exemple, dans une situation où l'élève est en bac technologique, l'étude de l'histoire. Alors là, c'est systématique, il nous pose toujours la question, mais à quoi ça va te servir ? Donc il faut quand même avoir des arguments pour pouvoir lui donner l'envie de continuer à travailler ces disciplines qui, pour lui, n'ont aucun sens. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vraiment user d'arguments avec eux. Alors, évidemment, on les convainc rarement, hein, mais on essaye quand même. Lorsqu'on se trouve face à un élève qui a un trouble de déficit de l'attention, on peut avoir un élève qui va se triturer les mains, s'ajouter sur sa chaise. Il a du mal à se poser. Il va se tourner, même s'il est face à nous. Il va avoir une posture qui fait penser à un élève qui a du mal à rester assis. Rester assis dans une classe où on a 35 élèves, où on doit suivre un cours pendant minimum 1 heure, c'est souvent difficile. On peut avoir un élève qui répond aux questions immédiatement. Il n'a pas attendu la fin de la phrase. Il ne prend pas le temps de réfléchir. Évidemment, la réponse va être à côté bien souvent. Il explique qu'il a été sanctionné sans raison. Il est de mauvaise foi, il n'admet pas qu'il était dans l'erreur. Il va se justifier en disant qu'autour de lui, il y avait des élèves qui l'incitaient à faire des bêtises. En fait, ce n'est pas de sa faute. C'est les autres qui l'ont poussé à faire des bêtises. C'était le cas de celui qui faisait des pompes. C'était à Paris. Les professeurs vont indiquer qu'il fait des fautes de tourderie dans les bulletins.
Alors, les entretiens avec les élèves, donc dans un premier temps, on travaille avec la CPE, l'infirmière sur les dossiers. On va recevoir l'élève de manière individuelle, puis avoir un entretien avec la famille. Et là, bien souvent, on se retrouve avec une famille qui a déjà fait des démarches, mais ces démarches sont restées vaines. C'est-à-dire qu'on a parfois un WISC, parfois un diagnostic de TDAH, un bilan orthophonique, mais la famille n'est pas allée plus loin. Et c'est là où on se retrouve dans une situation où on a un adolescent. Dans l'établissement, ils ont entre 15 et 20 ans, pour lesquels rien n'a été mis en place. Ou alors, simplement une médication qui a été arrêtée, parce que l'adolescent en a assez, il arrête la médication parce qu'il y a des effets secondaires, mais il n'y a rien d'autre qui a été mis en place. Donc il faut recommencer le processus et passer à un travail d'équipe. Donc à ce moment-là, on va se réunir, donc l'infirmière, la conseillère d'orientation psychologue, l'assistance sociale, vont avec moi compléter le dossier avec des entretiens qui vont être en fonction des besoins et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour cet élève. Alors nous-mêmes, tout seuls dans l'éducation nationale, on va faire peu de choses. On va essayer de travailler sur la motivation, comme on en a parlé tout à l'heure. On va essayer de travailler sur le sens, mais on ne peut pas aller bien loin. Donc il faudra évidemment que l'on fasse appel à des thérapeutes extérieurs. Mais là, il faut que la famille adhère. Alors, comment on fait en sorte de trouver des éléments? Eh bien, on va décoder tous les rapports, expliquer à l'élève en situation de face à face comment on interprète le rapport qui nous a été remis. Nous, on n'a pas le professeur devant nous, mais à travers le rapport, on voit bien des choses. L'élève n'a pas forcément conscience de ce qu'il a fait. Donc, on essaye d'expliquer. On prend du recul, on se pose et puis on explique. On explique aussi les codes sociaux, le langage non verbal. Un élève qui a des grimaces pendant qu'on lui pose une question, qui va basculer sur sa chaise, qui va avoir une posture complètement affalée sur la table, etc., etc. Tout ça, c'est à expliquer. Et puis, on se sert évidemment du règlement intérieur. Ils ont besoin de cadre, ces enfants. Surtout quand ils ont un trouble de déficit de l'attention, il faut les ramener au cadre. Par contre, ils ont systématiquement un refus de l'injustice, et ça on le comprend. Il faut que tous les élèves soient traités de la même façon dans la classe. Donc ils nous disent systématiquement, mais c'est toujours moi qui prends, alors que l'autre a fait la même chose. Donc là, on va voir les collègues et on discute. On fait enfin un contrat avec l'élève afin d'améliorer son comportement, mais ça ne s'arrête pas entre une relation duel avec l'élève, évidemment. On va travailler avec l'équipe pédagogique. Donc avant tout ça, on va donner quelques conseils à l'élève. Alors, des conseils méthodologiques, comment s'occuper les mains. Donc on va retrouver des choses qui ont déjà été dites dans la journée. Donc utiliser des petits outils comme le tang, le hand spinner qui fait fureur en ce moment, crayonner, utiliser des mandalas. Comment gérer les idées parasites? User des petits carnets pour pouvoir évacuer ces pensées parasites qui gênent et qui l'empêchent de réfléchir au bon moment. Et puis même, ces petits carnets permettent d'avoir de côté des idées qui sont parues à un moment donné, mais lorsque le professeur interroge, cette idée s'est évaporée et l'élève reste muet devant une question alors qu'il avait la réponse 5 minutes avant. Donc en fait, sur ces petits carnets, ils ont la réponse. Comment gérer les devoirs? Eh bien, en fait, on va parler de planification, on va essayer de découper les tâches, on va s'octroyer des récompenses. Alors, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et il est évident qu'on cherche avec lui quelles sont les récompenses qu'on peut trouver. Ils sont adolescents, et ils se connaissent bien mieux qu'un enfant qui serait en maternelle, par exemple. Ce qui marche bien, avec ces élèves qui sont hyperactifs, c'est la musique de fond. Et j'avoue que moi, qui suis enseignante aussi, j'en use lorsqu'ils sont en activité. Ils ont le droit d'écouter leur musique à condition que le voisin ne l'entende pas. Donc c'est une règle qui fait qu'ils sont beaucoup mieux concentrés. Alors justement, on arrive à la concentration. On a testé dans les classes de manière... c'est moi qui l'ai essayé dans des classes et j'avoue que j'ai eu un résultat qui était assez percutant. Ils en redemandaient. Donc j'ai essayé le Do-In, la méditation, la respiration. Évidemment, je n'ai pas donné les noms parce que chez des adolescents, parler de méditation, c'est malvenu. Donc je leur ai dit qu'on faisait des exercices de concentration et ils ont adoré, ils en ont demandé.
Mémoriser. On a une habitude dans le lycée où je travaille d'utiliser le logiciel, l'application Anki, qui est une application qu'on peut mettre sur son téléphone portable. On n'est plus au collège, ils ont tous accès à leur téléphone, malheureusement toujours au mauvais moment. Donc il faut faire en sorte qu'ils s'en détachent. On leur donne des possibilités, alors évidemment à la maison uniquement, d'apprendre en chantant, ce serait gênant dans la classe, en bougeant. Malheureusement, dans une classe où il y a 35 élèves assis et où il y a peu de place pour circuler, c'est difficile. Comment gérer l'impulsivité? Alors, on revient sur la méditation, la respiration, et pour un élève qui a tendance à répondre un peu trop vite aux questions, je lui demande de toujours compter jusqu'à 3 avant de répondre. J'ai essayé plus, mais il n'y arrivait pas. Évidemment, le professeur ressource a un rôle aussi de conseil auprès de l'équipe pédagogique. Je dis bien conseil, puisqu'il n'y a pas d'ingérence. Donc déjà, commencer par expliquer les difficultés pédagogiques de l'élève. Voir l'élève dans son ensemble, c'est un élève à besoin éducatif particulier. Donc, il nous a expliqué quels sont ses codes, comment ils fonctionnent. Et nous, on les remet en forme de manière à les expliquer à l'équipe pédagogique en mettant derrière des exemples de manière à bien faire en sorte que l'équipe pédagogique ait compris de quoi il s'agissait. Je vous avoue que c'est pas toujours facile. C'est pas évident pour un enseignant qui ne connaît pas de voir que sur ces 35 élèves, il en a un qui fonctionne d'une manière, un autre qui fonctionne d'une autre manière. Au bout d'un moment, il se dit mais assez, j'en peux plus. Je ne peux pas, avoir des informations sur chacun des élèves de ce type-là parce que je ne saurais pas gérer. Donc en fait, on leur explique que gérer pour ces élèves-là, c'est gérer pour tous, puisque on a en fait d'autres élèves qui seraient en difficulté sans aide et qui ne le font pas savoir. Pour un élève qui est en déficit d'attention, on demande aux enseignants de les placer de manière stratégique dans la classe. Alors ils me disent, oui, mais je les mets tous devant, je les mets tous à côté de moi. Donc en fait, on essaye de gérer par ordre de difficulté. On propose de ramener l'élève à la tâche avec bienveillance, éviter de l'appeler en criant son nom à l'autre bout de la classe, parce qu'en fait, on entend toujours le même prénom. Donc en fait, on a convenu que s'approcher de la table de l'élève, en posant seulement la main sur la table, évidemment sans le toucher, ce sont des adolescents, on ne les touche pas. Donc en posant seulement la main sur la table, ça suffisait pour les remettre en activité. Proposer de faire participer les EIP à plus d'activités, à condition qu'ils soient motivés, évidemment, et vérifier qu'ils donnent du sens à ce qu'ils étudient. Ça, c'est un gros travail. Valoriser les élèves, toujours valoriser les points forts, minimiser les points faibles. Ça, c'est important. Je sais que c'est difficile à accepter pour tous les enseignants. Insister sur le cadre sécure. Et c'est là où je reviens au règlement intérieur. Lorsqu'on donne une punition à un, on n'évite évidemment pas de donner une punition à un autre. Donc il faut qu'ils soient tous traités de la même façon, parce que eux vont systématiquement le relever. Proposer de faire des pauses régulières. On a parfois des cours qui durent 2 heures, parfois 4 heures. Et il est évident qu'on ne peut pas rester, pour n'importe qui, dans une classe assis pendant 2 heures. Donc il faut faire des pauses régulières. Autoriser les déplacements dans la classe pour les élèves qui en ont besoin, alors ne serait-ce que pour le faire écrire au tableau, le faire déplacer pour donner du matériel, etc., distribuer des feuilles. Proposer d'utiliser des mandalas. Alors les mandalas, je dirais que c'est un petit peu magique. Moi-même, je l'ai testé dans une classe qui était très énervée, il y avait une atmosphère électrique. J'aurais donné des mandalas et au bout de 5 minutes d'utilisation, j'ai retrouvé le calme. Il n'avait plus tendance à bavarder avec le voisin. Il ne regardait pas le téléphone dans la trousse ni dans la poche. Et il participait activement aux activités. Donc, en fait, on peut travailler tout en coloriant. Alors, la règle, c'est qu'ils le font tous. Si je donne un mandala à un, je le stigmatise. Et puis, les autres se demandent pourquoi ils n'ont pas le droit. Donc, le mandala, c'est pour tous ou pour personne. Proposer un tutorat par un pair. Le contrat doit être sur la base du volontariat, parce que dans certaines classes, ils sont très actifs et ils ont envie d'aider, mais dans d'autres, pas du tout. Donc dans une classe, j'ai un exemple, il y a un élève qui est hyperactif, les autres se sont mis d'accord pour l'aider.
Il y a beaucoup de bienveillance dans cette classe. Donc, en fait, c'est pas contractualisé, mais il y a du tutorat par des pairs. Proposer une médiation si besoin, ça m'est arrivé. Donc, problème entre un élève précoce et un enseignant, difficulté de compréhension entre les deux. C'est-à-dire que la communication ne passait plus dans un sens ni dans l'autre. À ce moment-là, on se place dans une salle neutre, on se met autour d'une table et chacun parle et je fais le médiateur. Ça marche très bien. Alors, le relais avec l'équipe pédagogique, éducative, pardon. Donc, en fait, c'est un gros travail. Il faut évidemment faire remonter les informations sur tout le réseau, parce qu'il ne sert à rien de recommencer à zéro systématiquement. Donc, le réseau, évidemment, on retrouve la CPE, l'infirmière, la conseillère d'orientation psychologue, le professeur ressources, le chef d'établissement et le chef des travaux. Participation au GPDS. Alors, on se retrouve bien souvent avec des situations de décrochage chez ces élèves qui sont un petit peu atypiques. Situation de décrochage scolaire, donc GPDS, c'est le groupe qui va pallier justement le décrochage scolaire. On discute autour d'une table avec la famille et l'élève des éléments qui pourraient aider l'élève de manière à ce qu'il ne décroche pas. C'est avant le décrochage, bien sûr. Tous les partenaires ont le même discours avec l'élève et la famille. Ça, c'est très important. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours, mais ça, c'est très, très important. Il ne faut pas qu'on se contredise. Alors, lorsque la famille a des difficultés, lorsqu'elle reçoit une note, comme quoi son enfant a, par exemple, à l'issue d'un conseil de classe, eu une lettre comme quoi l'élève est en situation délicate, il pose problème dans la classe, il y a un rapport qui a été fait, eh bien, la famille ne doit pas rester comme l'autruche et ne pas réagir. Il faut absolument que la famille prenne contact. Alors, la personne à privilégier, c'est toujours le professeur principal. C'est le premier interlocuteur. S'il n'y a pas de suivi, eh bien, on passe au cap suivant, c'est-à-dire la CPE, l'infirmière ou le professeur ressources. Et puis, si ça répond toujours pas, eh bien, on passe au chef d'établissement. Voilà. Donc, c'est simplement un résumé d'une mission. Je parle de mission parce que, en fait, ces missions sont des missions qui sont déléguées par le chef d'établissement dans n'importe quel établissement, qu'il soit privé ou public. Lorsque dans le groupe des enseignants, il y a un enseignant ou plusieurs qui ont fait une formation sur les troubles cognitifs, le chef d'établissement peut donner une mission et avoir une possibilité de rémunération par ce qu'on appelle les IMP. Donc je dis ça à M. Bourron en particulier. Vous en avez un. Lorsque on a la possibilité d'avoir du personnel comme ça, il faut en profiter, mais il faut aussi encourager les collègues à suivre la formation parce que il faudrait en avoir beaucoup plus qu'un dans un établissement. Merci à vous.